Oui, ça montre le décalage. Ça montre aussi que c'est vraiment deux plans très différents. Le mental projeté, lorsqu'on est dans notre mental et qu'on projette quelque chose, on est sur un plan. Mais lorsqu'on se retrouve sur le plan physique, on est sur un autre plan. On est sur le plan physique, voyez. Rêver, projeter, il faut voir quand même que c'est une faculté. Parce que si maintenant mon frigo est vide, je suis obligé de projeter, d'aller faire des courses. C'est une faculté, c'est un pouvoir de projeter qui va me permettre après d'agir. Il faut bien que j'ai l'idée d'aller faire des courses pour remplir mon frigo. Donc, vous voyez, là, c'est une faculté qui nous sert, c'est un mental qui nous sert, voyez. Il faut bien faire le tour des choses et puis se dire, ah, tiens, là, je suis dans un mental plutôt rêveur. Ah, maintenant, là, je projette d'aller faire des courses, je fais ma liste, tiens, il me faut ceci, il me faut cela. Vous voyez, c'est aussi une projection. Je dois acheter une projection plutôt, comment on va dire, Pratique. pratique, exactement. Et à un moment donné, on sent très bien lorsqu'on est dans une rêverie, on se voit en vacances quelque part, au milieu d'une eau turquoise, dans des îles paradisiaques. Voilà, on peut, vous voyez, on peut rêver, hein. C'est magique aussi, hein. On C'est peut se magique téléporter, de se téléporter. mais on n'a pas les sensations. On a juste une image un peu froide, mais Qu'on peut même intensifier. On peut, si on commence à y penser beaucoup, à un moment donné, ça peut passer dans le champ d'une intention. Vous voyez, du rêve, on va y aller. Ah, maintenant, c'est plus du rêve, c'est une intention. J'ai l'intention de faire un voyage et d'aller dans ces îles paradisiaques où il y a des scorpions, des serpents, des noix de coco qui vous tombent sur la tête. Vous savez qu'il y a beaucoup de morts hein, avec ces noix de coco qui... J'avais une amie qui avait fantasmé sur une île à travers un prospectus. Et elle l'a fait. Mais elle est partie toute seule. Elle dit, mais qu'est-ce que je me suis... C'était beau, mais... Ah, elle était seule sur la plage, vous voyez. C'était ça. Mais, vous voyez, c'est deux plans différents. Néanmoins, en portant des regards, on commence à discerner les plans différents sur lesquels on évolue. Vous voyez, on parle de l'intellect, on parle des sentiments, on parle des sensations. C'est discerner déjà un peu plus clairement. Si vous fantasmez sur le fait de manger un bon gâteau, vous êtes dans une projection mentale, un fantasme, un rêve. Si vous mangez le gâteau, vous n'êtes plus dans votre rêve à ce moment-là. Vous le vivez sur le plan physique. Vous voyez, c'est deux plans très différents. c'est comme j'avais un rêve aussi quand j'étais plus jeune de monter à cheval. Donc voilà, les rêves de cheval. J'ai donc cherché un club et que je me suis retrouvée devant un cheval, c'est 500 kilos, hein. C'était pas du tout les petites images, c'est quelque chose de très vivant. Et puis on m'avait donné un cheval qui mordait. Donc c'était très compliqué parce qu'il voulait tout le temps me mordre. Il mordait tout le monde. Donc là, le rêve du cheval, ça s'est un peu cassé la figure, quoi. C'était un peu dur l'atterrissage. Ça n'avait rien à voir en fait. Ça n'avait rien à voir. Le rêve et la vie, quoi. Oui, le vécu, bien sûr. Ouais. Et
c'est ce à quoi tu t'attends pas du tout. Parce que tu n'as pas la connaissance du rêve, enfin tu n'as pas l'expérience dans ce rêve, tu n'as rien du tout, tu as juste une image comme ça qui a été cherchée je ne sais pas où pour... et tu te retrouves avec la réalité. Oui, une réalité physique. Mais ce qui est intéressant dans le rêve, il y a quand même une notion de soi qui est projetée. Si tu as été jusqu'à aller dans un club pour monter à cheval, c'est que tu t'es projeté et que tu t'es toi-même projeté sur un cheval, aller faire des balades en forêt, enfin voilà, il y avait cette sensation un peu d'aventure et de liberté que tu recherchais à travers ça. C'est quelque J'avais chose. même lu un livre, je crois que je te l'avais raconté, Jean-Marc, j'avais même lu un livre sur la psychologie du cheval, et le cheval ceci, le cheval cela. Alors là, il n'y avait plus du tout de psychologie. Une bête énorme. Et voilà, qui te regarde et qui se demande c'est Tu qui penses qu'elle te celle-là, qu'est-ce mord? qu'elle veut qu'est-ce qu'elle... Mais ça fait mal un cheval qui mord en plus. Oui, ça fait mal, ouais. C'est bien ces expériences, Ouais. parce que ça nous apprend le discernement, à bien faire la différence entre le mental qui projette, qui peut projeter n'importe quoi, hein. Il y a des gens qui ont rêvé d'être riches, qui sont devenus riches, ils n'étaient pas plus heureux pour autant une fois riches. Ils étaient même peut-être plus ennuyés après par beaucoup de choses. C'était Irina qui m'a raconté une histoire. C'était quelqu'un qui voulait devenir très riche et il est devenu très riche. Mais quand il est devenu riche et il était sur le point de mourir, tout le monde s'est disputé pour avoir le magot. Alors ça a brisé la famille. Tout le monde disait oui mais moi je suis ceci, moi je suis cela, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Il est parti en voyant sa famille se briser à cause de l'argent. Et ça arrive souvent, hein. Ça arrive très très souvent pour les gens. Et les notaires disent en fait que quand il y a des successions comme ça de gens riches, plus les gens étaient proches et plus ils sont acharnés au moment du partage de l'héritage. On pourrait penser le contraire, puisqu'ils étaient proches et soudés. Eh bien, ce sont ceux-là qui sont les plus féroces quand il faut se partager l'héritage. C'est les notaires qui disent ça. Comme quoi. Oui. Mais enfin, la soudure, dans ce cas-là, il y avait un arrière-plan quand même. Ils n'étaient pas soudés pour rien. Sûrement. Sûrement, bien sûr. Oui, on comprend très vite que l'argent nous permet de réaliser nos rêves. Vous voyez, ces fantasmes. Si, imaginons que nous soyons richissimes, le moindre rêve, tu peux le réaliser. C'était Albert qui disait, bah, l'argent, c'est un petit peu Dieu sur terre, puisqu'il peut tout réaliser. Imaginons qu'on ait des sommes astronomiques d'argent, vous pouvez faire apparaître tout ce que vous voulez, finalement. Mais, eh bien, ça ne vous offre pas, au contraire même, ça vous enferme, ça n'offre pas la chose la plus précieuse qui est la liberté intérieure. Qu'est-ce qu'on recherche dans nos fantasmes? On recherche de l'excitation, du plaisir. Le plaisir d'être, je sais pas, dans un hôtel de luxe, de conduire une voiture de luxe. Et le problème, c'est qu'on va s'attacher au luxe. Les gens qui ont vécu dans le luxe et qui se retrouvent sans argent du jour au lendemain, c'est certainement plus dur pour eux que pour nous qui vivons, on va dire, à peu près normalement, quoi. La notion de la réalité non plus, hein. Ils n'ont plus la notion ils ne rencontrent ou ils ne sont qu'avec des gens de leur classe sociale, dans ce monde de richesse, de maisons de luxe et de sacs à 5 000 € qu'ils changent tous les mois, toutes les semaines peut-être. Quand on est compartimenté comme ça dans nos classes sociales,
on peut perdre la réalité du terrain. Oui, ce qui est dommage, et on en parle justement dans la dernière vidéo qui est sortie, c'est que ça déshumanise. C'est vraiment l'argent et le pouvoir qui deviennent l'essentiel de la vie. Et ce n'est plus la relation humaine. Et puis quelque chose qu'on a tous au fond de nous, qu'on appelle la compassion, le fait de s'entraider, le fait de la souffrance des autres. Et même, j'irai plus loin, ça empêche la personne d'accéder au divin, parce qu'il est tellement attaché au luxe, aux objets de valeur, au matériel, il ne peut plus être en connexion avec sa source. Alors il y a les mots du Christ que j'adore, cette parabole du Christ qui dit « Il est plus facile de faire entrer un chameau dans le chat d'une aiguille qu'un riche dans le royaume de mon Père. » On verrait très vite que ça veut dire que ce que nous abordons nous, en fait. Oui, le domaine spirituel, c'est le domaine spirituel. Le problème humain, les évangiles parlent de ça. Enfin, ce qui est bien en tout cas, c'est que on sent que ça ouvre quelque chose qui est vraiment important. Voyez. Passer à côté de ça, je trouve ça dramatique, quoi. C'est quelque chose de... La vie passe tellement vite. Je discutais avec une infirmière hier. Elle me disait, tiens, tu t'intéresses au domaine spirituel, à Sia. Et elle me disait, mais les gens n'ont pas conscience à quel point la vie passe vite et à quel point tout ça peut disparaître. Elle est aux premières loges. Elle travaille dans un hôpital. Elle voit des gens mourir tous les jours. Mais elle me disait, mais c'est incroyable, les gens n'ont pas conscience que du jour au lendemain, il peut arriver n'importe quoi. Et puis c'est fini. C'est pour ça qu'il faut éclairer au maximum. Exactement. Eh oui. Vraiment profiter de cette expérience pour ouvrir sa conscience. Parce que ce que nous sommes, nous l'emportons. Les perceptions, les regards que nous portons, on voit bien que c'est assimilé, qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. On ne voit plus les choses de la même façon. Dans la Bible, il parle aussi des grands personnages, du grand personnage. Et depuis quelque temps, je sais pas, c'est comme ça, c'est pas quelque chose qui est voulu, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui se présente, qui s'est présenté à un moment donné, c'est tout, comme tout ce qui se passe en moi, à un moment donné, ça se présente, c'est pas quelque chose qui est pensé. Je vois de plus en plus les gens comme le grand personnage dont parle Thomas dans la Bible, c'est-à-dire de plus en plus le corps physique, le moi et le mental qui prospèrent, quoi, qui grandissent, qui grossissent. Tu vois, c'est pas dire la lumière qui prospère, c'est pas le domaine spirituel, le domaine de la prise de conscience qui prospère. C'est le grand personnage, c'est-à-dire le moi. Bon, il y a le corps physique évidemment qui est planté au milieu, mais il y a le moi et le mental, les désirs qui prospèrent, quoi. Et les instincts, parce qu'il y a aussi les instincts. Donc, ce qu'on voit prospérer de plus en plus, en tout cas, c'est comme ça que je le vois en ce moment, disons, c'est, par la Bible, ils appellent le grand personnage. Et le grand personnage, c'est un animal, quoi. C'est un animal humain. C'est un animal qui parle et qui a des instincts d'animaux et dont la base, c'est l'extérieur est bon ou mauvais. Et nous sommes identifiés à ce grand personnage. Alors que c'est lui qui doit être remis en question, c'est lui qui doit être regardé, c'est lui qui doit essayer d'être compris pour ce qu'il est et remis à sa juste place. C'est vraiment les instincts et le moi qui prospèrent dans nos sociétés, et de plus en plus. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois de plus en plus, en ce moment. Là, moi, je le vois avec mon portable. Mon portable, c'est une extension de mon moi. J'ai mes photos, j'ai WhatsApp, j'ai mes groupes de discussion, j'ai mes emails. C'est vraiment une extension de mon moi, quoi. Je suis tout le temps dessus, je regarde mon calendrier,
Qui c'est qui m'a appelé, les SMS, je prends des photos, qu'est-ce que je fais pas avec, quoi. Je prends des notes. Ça, c'est vraiment mon deuxième moi. Et on est de plus en plus avec ça. Et à un moment donné, je me dis, mais bon, attention, ça. Oui, on le voit dans les publicités, on le voit dans les chansons. C'est de plus en plus affirme-toi, sois toi-même, deviens ceci, ou alors sois cela, sois tel que tu es, n'aie pas peur de dire ce que tu penses, ou des choses comme ça. Alors, bien, on peut se dire que c'est pas mal d'être soi-même, mais le problème, c'est que ça fait grandir le grand personnage. C'est que le moi grandit aussi. Et tout le monde veut être quelqu'un. Et ça complique beaucoup les choses, tout ça. Parce que tout le monde voulant être quelqu'un, ça donne des relations coq contre coq, conflictuelles, égaux contre égaux. Voyez? Et c'est pas ça. C'est pas comme ça que le monde va se dégager de cette violence. Voyez? Il faut que l'ego fonde. Il faut que ce grand personnage se dilue, se dissolve. Voyez? Parce qu'il y a quelque chose de bien plus beau derrière que le moi, que l'ego, il y a une lumière, il y a un amour, il y a quelque chose de divin derrière tout ça. Et à cause de ce grand personnage qui prend toute la place, on passe à côté de ça. Et vraiment, on loupe quelque chose, quoi. On loupe quelque chose, déjà soi-même, et on empêche l'humanité d'évoluer dans ce sens-là. Voyez, ça bloque beaucoup, parce qu'on est plus dans le sois toi-même, affirme-toi, sois quelqu'un dans la société. Ça, c'est embêtant. C'est vraiment très embêtant. Parce qu'en plus, on est beaucoup sur Terre. On est quelques milliards, donc quelques milliards à vouloir être quelqu'un et puis à vouloir jouer des coudes, et puis c'est difficile. Si les quelques milliards étaient en connexion avec le divin et puis en harmonie les uns avec les autres, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait vraiment aucun problème, mais ce n'est pas le cas. Donc ça fait beaucoup d'ego, et ça apporte pas le bonheur, tout ça. C'est le type qui veut être quelqu'un dans la société, mais il va être obligé de se battre s'il veut être quelqu'un. Qu'est-ce que ça va apporter? Des batailles en plus, des combats. Moi, je veux être ceci, moi, je veux être cela. Et pour ça, il faut que je monte sur le dos de mon voisin et que je passe devant, quoi. Ça ne peut pas donner quelque chose d'harmonieux, tout ça. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est une image qu'on véhicule beaucoup à la télévision, dans les publicités. Être quelqu'un, S'exprimer, se montrer, s'affirmer. Il faudrait plutôt se dire, bien, j'ai envie de m'affirmer, mais qu'est-ce que je veux affirmer? Et est-ce que ce que j'affirme est bon pour moi et pour les autres et pour le monde? Il faudrait être plus dans le questionnement et dans la remise en question. Ça devient même une attitude, vous voyez? Les gens sont plus dans l'attitude qu'eux-mêmes, finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attitude, dans une attitude, que être simplement eux-mêmes, quoi. On est à une terrasse de café, ben, on peut être très tranquille, sans besoin quelconque de sortir le personnage. de sortir le personnage, exactement. On ne pourra jamais être heureux dans une société qui se projette comme ça et qui croit à de telles choses. C'est pas possible. On ne peut pas aller vers l'harmonie, vers la compassion, la relation véritable, voyez, l'écoute. Mais peut-être c'est aussi nous et la société qui insuffle une sorte d'énergie là-dedans. Ah oui. À travers les réseaux sociaux, il y a le travail, les médias, il y a une grande énergie là-dedans. Ah oui. Et c'est comme si on devait rentrer dedans et prendre le mouvement, tu vois, aller dans la vague. Oui. Oui, on est très influencé par ça. Si on n'est pas dans l'image sociale,
l'image qu'on projette à longueur de temps, si on n'est pas comme ceci ou comme cela, on n'est pas dans le coup, on n'est pas normal même presque à la limite. On culpabilise même de ne pas coller à l'image, disons, à ce qui se fait. Alors bien, les jeunes sont facilement influençables, donc eux, ils suivent toutes les modes, on leur dit de s'habiller comme ça, de danser comme ça, de chanter d'une certaine façon. Les vieux essaient de suivre aussi. Les vieux, ils s'accrochent Pour pas dire qu'ils sont vieux. Oui, il y en a certains qui tentent de s'accrocher à ça, ou il y en a d'autres qui s'accrochent à leur passé. Et jamais on découvre cette dimension qui est ni du passé, ni du conditionnement, qui est libre de tout ça. On ne peut pas, si on est formaté là-dedans, si on est roulé dans la farine à longueur de temps, dans ce genre de Prisonnier, oui. prisonnier, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté d'une dimension qui est là et qui ne demande qu'à rendre les êtres humains vraiment heureux, libres. Les êtres humains sont décomplexés. Si on demande à quelqu'un d'être comme ceci ou comme cela et qu'il ne l'est pas, il va vivre un complexe. Il va se sentir en dehors ou complexé, ou je ne suis pas comme tout le monde, ou je suis comme ceci ou comme cela. Psychologiquement même, ça va rendre les êtres humains très compliqués. Il faut être comme ceci, mais oui, pour ça, il faut que je sois comme cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, mais il me faut ceci, mais il me faut cela. Alors ça devient des petits malins qui cherchent des solutions à tous leurs problèmes, au lieu plutôt de découvrir ce qui les épanouit vraiment, c'est-à-dire être libre de tout ça. Plus on va être compliqué à l'intérieur, plus on va être en recherche ou en désir, et plus on va être malheureux. Parce qu'un désir, c'est un état de frustration. Vous voyez, je projette quelque chose à posséder, ben je suis en frustration. Et un état de frustration, ça n'a jamais rendu heureux personne. Alors on se dit, oui, mais quand j'aurai l'objet, bon, ben, il faut déjà avoir l'objet. Après, il faut avoir de l'argent, il faut se battre pour avoir de l'argent, il faut être ceci, il faut cela, il faut... Voyez. Alors qu'il y a quelque chose qui est simple, qui est là maintenant, qui ne demande rien, en fait, et qui est cette dimension, la dimension de l'être. C'est quelque chose qu'on doit percevoir dans les moments de grand calme. On se dit, tiens, mais je peux être calme, ça peut être calme en moi. Et puis, on va commencer à goûter ce calme, à l'apprécier. Et puis d'autres choses vont apparaître dans ce calme. On va ressentir une vibration. On va percevoir que dans ce grand calme, on voit les choses très différemment. On n'a plus à l'intérieur de soi le commentateur, voyez, celui qui commande tout. On a soudain un élargissement, voyez, de la conscience. Quelque chose s'élargit. Et on est beaucoup plus réceptif à la beauté, plus réceptif à la nature, plus réceptif aux gens qui nous parlent. Alors évidemment, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on nous met dans la tête socialement. Soyez quelqu'un, soyez positif, soyez comme ceci, soyez comme cela. Oui, comment se tourner pleinement vers notre source? Comment ouvrir notre porte à l'être? Vous voyez, l'être est toujours là. Ce n'est pas l'être qui ne veut pas nous joindre. C'est nous qui ne nous ouvrons pas à l'être, à la vie. En prenant conscience de la nature de la vie telle qu'elle est vécue en nous, la porte est intérieure. Et la lumière de conscience qui éclaire notre vie l'est également. Celle-ci provient de la source absolue elle-même. Vous voyez, tout ça, ce sont des perceptions qui sont très importantes, qui sont cruciales pour un être humain. Découvrir qu'il y a une lumière en nous. On va découvrir que c'est elle qui est l'essentiel. Et petit à petit, même, on va découvrir la source de cette lumière.
On l'appelle l'être. Dès que nous observons, dès que nous sommes attentifs et en situation de contemplation silencieuse de notre espace intérieur, nous prenons conscience. C'est alors que nous permettons au rayonnement de l'être absolu d'entrer dans le sanctuaire de notre âme. Celui qui observe, celui qui contemple, celui qui éprouve et ressent, c'est l'être absolu lui-même. L'observation amène le silence. Elle amène le silence et elle amène naturellement à porter un regard, à focaliser une lumière. On ne s'en rend pas compte au début, mais en faisant cet acte de soi-regard, de prendre conscience, nous commençons à laisser entrer la lumière de l'être en nous. Vous voyez ? C'est la lumière de l'être qui rentre en nous. Et on va de plus en plus prendre conscience que cette lumière est l'essentiel de notre vie. Et elle va grandir, elle va prendre de l'espace, vous voyez. C'est plus le grand personnage qui va être au premier plan, mais c'est cette lumière à l'intérieur. C'est lui qui est vivant, en fait. C'est lui qui rend tout vivant. Si sa lumière est là, si la lumière de l'être est là, alors nous vivons. Voyez ? Et on le fait très instinctivement. Jean-Marc qui disait, prenez conscience de votre pied ou de votre dos, et puis ça y est, vous le vivez. Mais qui permet de vivre le pied, le dos, ou un souvenir des dernières vacances? C'est une lumière qui se focalise. Lorsque cette lumière se focalise, ça y est, on vit. Alors, à un moment donné, on se dit, oula, c'est quand même elle qui est essentielle. C'est pas le moi. Vous voyez ? Le moi, il peut être là ou pas là. Mais si la lumière n'y est pas, on ne vit pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial à vivre consciemment, à percevoir en conscience. Mais c'est de l'ordre du possible. On peut percevoir cette lumière, se balader, éclairer et rendre vivant n'importe quoi. Le problème, c'est que cette lumière, elle rend vivant, mais elle apporte aussi de l'énergie et elle peut, si maintenant on éclaire une idée ou un concept, mais que ce concept est faux et qu'on le nourrit, ce concept, et qu'on nourrit par le son, par les pensées, des idées fausses, elles vont prendre de la puissance. C'est ça le problème, vous voyez ? On va se dire, mais la lumière, elle éclaire et elle donne vie. Mais à quoi elle donne vie? C'est là où il faut se dire, mais à quoi elle donne vie? Qu'est-ce qu'on éclaire avec cette lumière? La lumière, c'est la lumière absolue, elle éclaire, elle donne vie, elle offre la vie, elle offre la sensibilité, la lucidité et la puissance. Voilà, bien, elle éclaire. Mais si maintenant on a des idées et des concepts faux dans notre mental, et qu'on les répète, et qu'on y croit, et qu'on pense que la vie est comme ceci et comme cela, ben ça va devenir un truc énorme. Mais ça sera faux. Si on dit qu'il y a un moi, et que moi je dois être comme ceci ou comme cela, vas-y, on va y penser, on va y penser, on va y penser, et puis ça va Donc devenir... la lumière ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Tu as raison. Parce qu'il n'y a pas de garde-fou, alors à ce moment-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui voit que dans cette lumière, c'est faux en fait, que cette lumière elle éclaire, mais elle éclaire quelque chose qui est faux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui voit que dans cette lumière, c'est faux en fait, que cette lumière elle éclaire, mais elle éclaire quelque chose qui est faux. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Une remise en question. Remettre en question ses idées, ce à quoi je pense, mes croyances. Est-ce que c'est juste tout ça? On s'envoie des bombes à droite, on s'envoie des bombes à gauche, on fait ceci, cela, bien. Qu'est-ce qui permet ce discernement alors? C'est une intuition naturelle, c'est une je sais pas, un super pouvoir de... Il faut qu'à un moment donné, on se secoue, ou qu'on se dise, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je ne suis pas du tout dans l'amour.
je suis dans la domination, je veux ceci, je veux... Il faut que l'individu voie l'incohérence de sa vie, l'incohérence de ses idées, l'incohérence, qui se disent, mais ça va pas là-dedans, quoi. À 17, 18 ans, je me disais, mais ça va pas, on est où là? Je me disais ça, je me suis dit, mais comment on peut être heureux? C'est impossible. On est malheureux, on est jeune, on est plein d'énergie, on a des désirs, on me dit qu'il faut ceci, on me dit qu'il faut cela, ça n'a ni queue ni tête, on me dit qu'il faut être comme ceci, comme cela, vous voyez? Vous voyez la remise en question? Et à partir de là, alors bien, il y a des aides extérieures, c'est à ce moment-là que les aides extérieures se présentent, mais surtout que la personne mette en œuvre sa propre lumière et qu'elle essaie de voir les choses par elle-même. Il faut une aide, c'est sûr, hein, 18 ans, si on ne m'avait pas aidé, Jean-Marc, pareil, hein, je crois que je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire, hein. On nous a donné des clés, mais simplement dire, mais la vie est vécue en vous, c'est une clé en or, c'est une clé spirituelle. Et après, il faut y aller, il faut plonger dans ces ténèbres, il faut plonger dans sa nuit et se dire, je vais faire ce que je peux, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais trouver, je sais pas ce que je vais voir, je sais pas, mais je sais que c'est par là, que c'est vers l'intérieur. La porte est à l'intérieur, elle n'est pas dehors. Hein. Il n'y aura personne à l'extérieur qui va venir cric-crac et je vous délivre, quoi. Hein. La porte, c'est vous. La clé aussi, c'est vous. C'est souvent la sensibilité, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Une sensibilité qui n'est pas heureuse, quoi. Qui est troublée. S'il n'y a pas de trouble, Jean-Pierre disait, à 18 ans, il se disait, comment on peut être heureux dans ce monde? Ça veut donc dire que sa sensibilité n'était pas heureuse. C'est pas Jean-Pierre Bunal qui n'était pas heureux, mais sa sensibilité n'était pas heureuse. Il faut un trouble sensible. Si on se sent bien dans ce monde, évidemment, on va pas se poser de questions, quoi. Moi, j'avais pas cette lucidité de Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il disait, mais comment on peut être heureux dans ce monde? Il n'y avait pas cette formulation chez moi. J'étais pas lucide au point de pouvoir formuler, de dire ça. C'est pas comme ça. Moi, je me sentais pas heureux, mais c'était quelque chose des troubles que je vivais émotionnellement. Mais je n'arrivais même pas à me dire je ne suis pas heureux. J'étais pas heureux parce qu'il y avait des troubles de la sensibilité, mais ça n'était pas au point de dire, de formuler. Jean-Pierre, il le formulait. Il a formulé. Moi, je ne pouvais même pas le formuler. Je sentais bien qu'il y avait des troubles, que ma sensibilité n'était pas heureuse et en harmonie. Et donc, j'essayais de trouver des solutions pour que ma sensibilité soit heureuse. C'est pour ça que je suis allé dans des tas d'associations. Et finalement, j'avais la chance parce que la lucidité en moi me montrait que ce qu'on me disait, ça ne tenait pas debout. Donc, j'y retournais jamais. J'y allais une fois, j'écoutais, et ce qu'on me disait, pour moi en tout cas, lucidement, ça ne tenait pas debout, quoi. Donc, j'y retournais pas. J'allais dans une autre, et puis dans une autre. Et chaque fois, j'avais beaucoup de chance, hein, parce que ma lucidité disait, non, ce qu'il me raconte, ça ne tient pas debout. Mais il y avait au départ un trouble sensible, une sensibilité qui n'était pas heureuse. Et je ne vois pas comment on peut aller plus loin s'il n'y a pas, au départ, une sensibilité qui n'est pas heureuse, quoi. C'est l'âme, hein, qui dit à l'esprit, viens, ça va pas, je me sens pas bien, viens voir ce qui se passe. C'est comme quand on se cogne le pied. Bon, si c'est pas trop fort, on va même pas regarder, mais si c'est fort, si la douleur est forte, là, on voit naturellement que la lumière va regarder ce qui se passe. Si la souffrance est intense, la douleur est forte, là, la sensibilité demande à la lucidité, la lumière, d'aller regarder. Mais comme notre conditionnement mental est basé sur c'est à l'extérieur que c'est bien ou c'est mauvais, on va donc à l'extérieur chercher une solution pour être heureux, pour ne plus souffrir, pour que la douleur intense s'arrête, pour que le trouble émotionnel, sensible s'arrête. Et c'est ce que je faisais, moi, à l'âge de Jean-Pierre. J'allais à l'extérieur
chercher des solutions. À l'époque, on appelait ça le développement personnel. Ça s'appelait comme ça. On va vous donner des clés pour être heureux. Et donc, moi, j'allais dans ces endroits pour être heureux. Seulement, la lucidité montrait que ce qu'on me disait, ça tenait pas debout. Que c'est pas en faisant ce qu'il disait que j'allais être autrement dit que la douleur allait cesser. Parce que quand il n'y avait pas d'émotion de trouble, ben, je me sentais bien comme tout le monde. Mais je ne savais pas que c'était le rayonnement de l'être qui était la paix, cette paix que tout le monde connaît à un moment donné ou à un autre. J'étais loin de tout ça. Mais je savais que ma sensibilité souffrait, il y avait une souffrance, je voulais que ça s'arrête, quoi. Donc, pour revenir à ce que je disais au début de ce que je disais, il faut quand même une grande inquiétude ou une grande souffrance, une insatisfaction profonde, et là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Sinon, si c'est tiède, je ne vois pas comment ça peut aller au bout, quoi. Peut-être que je me trompe. Hein. Non. Non, c'est ça. D'ailleurs, tu parles de tiède. Je crois que c'est le Christ qui emploie cette parabole et qui dit les tièdes ne rentreront pas dans le royaume de mon Père. Voyez, si on est tiède, on ne peut pas être tiède dans le domaine spirituel. C'est quelque chose qui, à un moment donné, prend vraiment, tu parles de sensibilité, la sensibilité, l'âme sent que c'est là, que ça se passe là, et qu'il faut y aller, quoi. Donc ceux qui disent oui, on va faire une petite compote avec un petit peu de social, un petit peu de mes idées, puis on va mixer tout ça. Vous voyez, ça c'est pas. Faut rentrer les deux pieds dedans, quoi. Ben oui, il faut quand même s'impliquer. Qu'est-ce que tu veux? Comme on disait tout à l'heure, c'est une remise en question. Bah écoutez, passez une bonne semaine, je vous embrasse. Merci Jean-Pierre. Nous aussi. Ouais, Merci à bientôt Jean-Marc. Pascal. Merci. À À bientôt. Pascal. Merci à tous. Bonne semaine.